Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Nargis Ben Mebarek, la créatrice de la marque pour enfants Élémentaire. Enfin, je dis marque pour enfants, mais Élémentaire, c'est en fait bien plus qu'une marque. C'est aussi une fondation et un véritable projet engagé. Avec Élémentaire, Nargis s'engage pour l'égalité des chances des enfants et prouve que philanthropie et entreprise ne sont pas incompatibles. Nargis nous explique pourquoi elle a souhaité lancer une marque plutôt qu'une association pour s'engager et pour contribuer à changer notre société. Avec Nargis, nous avons parlé de diversité dans la mode pour enfants, de durabilité, de la responsabilité citoyenne des entreprises et de fonds de dotation. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nargis. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir témoigner sur le podcast. Avec plaisir. Alors pour cette première question que je pose de plus en plus à mes invités, c'est de revenir un petit peu en arrière pour parler de ton enfance, pour comprendre un petit peu où est-ce que tu as grandi et surtout dans quelles valeurs, pour voir si ces valeurs-là t'ont un peu influencé dans la personne que tu es devenue. Alors, je suis née à Alger, d'une maman française qui est arrivée en Algérie au moment de l'indépendance, qui a rencontré mon père en Algérie. Moi, je suis née à Alger et en fait, mes parents sont venus en France, j'avais 6 mois et j'ai grandi en France à Paris, dans le 13e arrondissement. Quand j'ai préparé le podcast, je me suis posé la question de savoir justement si là où j'étais aujourd'hui avait été influencée par mes parents et contre toute attente sur la partie mode, sans doute, plus que je ne l'imagine. Et je m'explique. En fait, moi, mes parents, donc j'ai une éducation plutôt bourgeoise, j'ai un père donc transfuge de classe qui a été boursier, qui a fait des études de médecine et qui est devenu médecin, ORL et chirurgien plastique et esthétique, et une maman française plutôt d'un milieu bourgeois, mais assez révolutionnaire en soi. Mais surtout, quand je réfléchissais à ta question, les deux ont toujours été très élégants. Mon père portait des costumes 7 jours sur 7, pour ainsi dire, et je me suis rappelé qu'en fait, quand on partait en vacances l'été, il avait une tenue pour conduire, qui était une chemise blanche, un pantalon blanc qu'il portait surtout quasiment tout l'été. Il s'habillait en blanc, très bizarre, un peu à la Eddie Barclay. Et du côté de ma mère, en fait, je pense qu'il y avait un vrai goût pour la mode et pour l'élégance. J'ai retrouvé des robes à elle, elle aimait s'habiller chez Rodier, chez Gérard Pasquier, donc il y avait toujours une forme d'élégance. J'ai grandi finalement dans cette culture aussi de se dire si tu veux l'habit fait le moine pour le coup, et si tu veux effectivement qu'on te respecte, il faut aussi que tu aies une certaine forme de posture. Bon, ça c'était dans les années 80-90, hein. Depuis il y a eu le Friday wear, depuis il y a eu le casual, la montée en puissance de la basket et tout, donc on n'est plus du tout, je pense, habitué à s'habiller de façon aussi formelle que ça pouvait l'être alors, mais ça a sans doute en tout cas nourri mon éducation et ma connaissance ou mon goût pour la mode. Ouais, ton rapport aux vêtements. Et mon rapport aux vêtements. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Et donc toi, tu as commencé quand même très vite ta carrière dans la mode, dans le luxe, le marketing. Hein, tu as fait un peu toutes tes expériences professionnelles dans ce secteur-là. Oui. Et je me demandais à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile. Alors, à plusieurs moments, mais sans doute de façon très inconsciente. J'ai commencé à travailler dans le luxe et pour moi, la principale dérive, c'était le caractère dépensier de certaines marques de luxe qui, en fait, dépensent des sommes folles pour pouvoir créer des prototypes
des produits, des collections qui ne sortiront jamais. Donc ça, c'était, je pense, quand je fais le bilan, une première chose qui m'a véritablement surprise. C'était la capacité de ces marques à dépenser un argent fou pour des événements qui durent 20 minutes, voilà. Donc des défilés, des choses comme ça. Le deuxième, je pense, le deuxième déclic que j'ai eu, c'est j'ai travaillé dans un grand magasin pendant 3 ans. Et la question des stocks, et je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, mais en fait, la gestion des stocks, le traitement des stocks et surtout ce stock-là qui était là, qui ne se vendait pas et où en fait qui devait partir absolument au moment des soldes, et donc cette culture des soldes. Et la question où tu te dis, en fait, pourquoi j'achèterais un vêtement à son prix fort, puisque en fait, voilà. Donc, et cette fameuse aujourd'hui question des soldes, qui est, je pense, un vrai sujet d'ailleurs pour encore aujourd'hui pour des grands magasins ou des places de marché. Et au fur et à mesure, effectivement, la prise de conscience. Moi, j'ai grandi en fait avec l'arrivée d'H&M. Donc, j'ai grandi avec la surconsommation. Tout d'un coup, H&M arrivait, il y avait une offre pléthorique, on pouvait s'acheter des vêtements toutes les semaines ou tous les mois. Alors qu'avant, on était dans une culture quand même très saisonnière et très cadrée. Et là, c'était décloisonné. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis, donc moi, j'ai évidemment été une enfant de la fast fashion et du marketing. J'adorais, c'était pour moi une activité à part entière, d'aller acheter des fringues chez H&M. Et j'en suis revenue, je pense, à peu près au moment de ma maternité, quand il y a eu une prise de conscience. Donc moi, j'ai une petite fille qui a 7 ans. J'ai une première prise de conscience quand je suis devenue maman, où je me suis dit, mais en fait, déjà, il faut que je me questionne sur ce que je lui fais manger et donc comment je l'habille. Et donc derrière, toutes les questions de prise de conscience, je pense qu'ils viennent aussi avec l'âge de, en fait, comment est fait ce produit et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui m'interpellaient, et au-delà de tous les événements de la société en parallèle de ça, qui aussi accompagnent cette prise de conscience sur la crise écologique, sur l'environnement. Voilà, donc de fil en aiguille, finalement, j'ai commencé à me dire, mais en fait, il y a des choses qui fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner, ou en tout cas qui m'interpellent. Peut-être que je devrais me questionner. Et le véritable déclic, ça a été très récemment, il y a bientôt 4 ans, quand j'ai monté une étude quand j'étais chez Nelly Rodi sur la mode et l'innovation, et évidemment toutes les marques engagées et toutes les questions qui se posent sur la refonte des modèles économiques des marques de mode, finalement. Okay. Où là, je me suis dit, il y a un sujet sur ce trop-plein de la mode, sur les lois qui commencent à passer pour effectivement qu'on arrête de brûler des vêtements, ce qui paraissait quand même assez absurde, mais il a fallu quand même une loi pour qu'on arrête de le faire. Donc tout ça a été un long chemin. Et évidemment, très accompagné de questions au fur et à mesure, et puis surtout d'un contexte de société, je pense, qui est une prise de conscience assez récente. Ouais, donc de façon assez, qui a évolué en fait au fur et à mesure de tes expériences professionnelles, personnelles. Et donc on arrive au moment où tu vas lancer ta marque. Donc en 2019, donc tu as passé 3 ans au pôle digital et innovation chez Nelly Rodi. Petit aparté, j'ai fait un épisode avec Nathalie Rosborski, qui est la directrice générale de l'agence. Donc pour en savoir plus sur cette agence, les gens pourront écouter l'épisode. Mais donc toi, tu décides de lancer Élémentaire, qui est une marque de vêtements engagée pour les 3-12 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce choix à ce moment précis de ta carrière? Donc je crois qu'il y a cette fameuse étude alors il y a cette étude, il y a une prise de conscience personnelle, clairement. Le fait de côtoyer un enfant et la maternité a beaucoup questionné la façon dont je pouvais consommer. Il est clair que, en fait, à partir du moment où tu as un enfant, ton budget vêtements diminue de façon drastique au profit des couches, voilà, et de la babysitter. Donc, partant de ce fait, déjà, voilà, mon budget personnel vêtements a commencé à diminuer, mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout les mêmes besoins qu'avant. Ça, c'est à titre perso. Et qu'est-ce qui a motivé mon choix sur Élémentaire? Il y a plein de facteurs, en fait. Il y a une histoire personnelle, parce que du coup,
pour moi, c'est une forme d'hommage à mes parents et à la façon dont ils ont construit leur parcours professionnel et personnel. Il y a ma fille aussi et le fait de la côtoyer au quotidien, mais évidemment aussi de côtoyer ses amis, de côtoyer l'école et de voir le manque de moyens. Il y a un contexte de marché, évidemment, parce que du coup, je me suis dit que sur la mode enfantine, il y avait une offre pléthorique, mais qu'il y avait sans doute des progrès à faire sur des marques plus responsables, plus inclusives, tant sur le produit que sur la diversité des enfants qui sont exposés au sein des marques, et puis sur le produit en lui-même, puisque en fait, moi, je me suis surtout beaucoup intéressée aux sous-vêtements. Et je me suis dit, en fait, on commence à prendre conscience de ce qu'on met sur sa peau, de ce qu'on consomme, des produits qu'on achète pour soi, mais on n'a pas forcément cette réflexion pour les enfants. On essaye d'acheter des petits pots bio et de faire attention aux couches qu'on leur met, mais finalement, on continue de leur acheter des sous-vêtements chez H&M, moi la première. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir et des questionnements et des réponses à apporter aux parents qui se posaient les mêmes questions que moi. C'est hyper pertinent. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis engagée. Pour moi, il y a deux voies dans cet engagement. Il y a à la fois apporter une réponse sur un produit qui soit sain pour la peau et qui soit ludique aussi, parce que la question du bien-être, je la trouve fondamentale, surtout ces derniers mois où en fait on s'aperçoit qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne sur l'éducation et sur les moyens. Sur le bien-être des enfants aussi, parce que du coup, l'école, elle participe beaucoup au bien-être de nos enfants et à leur éducation, mais nous-mêmes, on est évidemment très responsables de la façon dont ils peuvent grandir et leur donner les moyens de grandir. C'est évidemment un vrai sujet qui me tient à cœur, mais cette question du bien-être, pour moi, elle passait aussi par le caractère ludique de la marque. C'est pour ça que j'ai choisi la couleur, et c'est aussi pour ça que derrière, je voulais pas me contenter d'être juste une marque, mais que j'avais envie d'être solidaire, et encore une fois, avec ce qui se passe ces derniers mois. Une marque solidaire, c'est un moyen finalement d'exercer une responsabilité citoyenne. Donc ça fait beaucoup de cases cochées. Sur le papier, ça me paraissait simple. Il est évident que c'est beaucoup plus ambitieux que ce qu'on peut imaginer. En tout cas, je pense qu'il y avait une forme de naïveté de ma part en me disant on peut apporter quelque chose de différent et ça peut être simple. Ça l'est pas tant que ça, compte tenu effectivement du parcours de combattant qu'il faut mener pour pouvoir avoir des produits qui soient respectueux de la peau, avec des matières qui soient traçables. Je sais que c'est aussi un vrai sujet, ça, dans la mode responsable. C'est quelle matière on choisit, quel fabricant on choisit, dans quelles conditions sont fabriqués nos produits. Donc, remonter toute cette filière-là. J'apprends en marchant. C'est fascinant parce que j'apprends en marchant depuis le lancement de ce projet, où je me rends compte que il y a beaucoup à faire, mais un peu comme un petit bâton de pèlerin. J'ai à cœur de pouvoir construire du coup un projet de marque qui soit responsable, en tout cas dans ma définition. Ouais, bien sûr. Et donc tu dis, c'est une marque solidaire, et j'ai utilisé le terme engagé, et je crois que c'est une des premières fois que ce terme-là a autant de sens par rapport à ta marque, parce qu'il y a énormément de choses derrière Élémentaire. On va essayer de le détailler le plus simplement possible pour expliquer un petit peu tout ce qui se cache derrière la marque. Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'une marque de vêtements. C'est une entreprise à mission. C'est un fonds de pérennité. Donc, c'est le tout premier en France, je crois. Ouais. Et c'est un fonds de dotation, donc sous le nom Élémentaire Foundation. Alors, on va commencer par l'entreprise à mission. Qu'est-ce qu'une entreprise à mission ? Quels critères tu dois respecter pour pouvoir bénéficier de ce terme-là ? Voilà, nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui a à la fois des objectifs économiques et des objectifs sociétaux et environnementaux. C'est écrit dans ses statuts. La chance que j'ai eue, moi, sur ce projet-là, c'est que, en fait, la loi PAC qui est passée en mai 2019, qui a été promulguée en mai 2019, a permis justement de valider ou en tout cas d'officialiser ce statut d'entreprise à mission. Et quand on a une mission, on a en quelque sorte ce qu'on appelle une raison d'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Élémentaire, c'est une entreprise qui a pour vocation évidemment de générer un chiffre d'affaires pour avoir cette fameuse pérennité économique, puisque ça reste une SAS, donc c'est une structure assez classique d'entreprise. Mais elle a aussi des objectifs sociétaux
Et nous, l'objectif qu'on a choisi, c'est de soutenir l'égalité des chances du jeune public. Donc c'est inscrit dans nos statuts et finalement, ça nous permet d'avoir ces deux objectifs comme des convictions et des valeurs que l'on soutient. C'est un socle de marque pour nous et tous les choix qu'on peut faire vont dans le sens à la fois de ces objectifs économiques, donc de pérennité. On a envie évidemment que la marque elle fonctionne et on lui donne de l'ambition, mais on a aussi pour vocation de faire en sorte que on puisse reverser notamment une partie de ce que l'on gagne à cette égalité des chances. Donc, comment ça se concrétise ? De façon simple, au départ, on a créé un fonds de dotation en parallèle de l'entreprise. Une fondation, en fait. Comme une fondation, comme une association. Ouais. On est déjà plusieurs marques à le faire, hein, donc on réinvente pas la poudre et on se prévaut pas de se dire qu'on est les seuls à le faire. Il y a déjà beaucoup de marques qui le font et qui le font aussi avec beaucoup de crédit et de valeur. Mais pour le coup, nous, c'est natif. Donc, on est parti du principe qu'il fallait que ce soit dans le socle de départ. Donc, on reverse 5 € en fait à chaque commande sur le site qui est réalisé sur le site de la marque. Et en parallèle de ça, le fait d'avoir justement constitué ce fonds de dotation, ça nous permet aussi d'avoir des donateurs en direct parce que on veut pas obliger finalement nos clientes et nos clients qui sont sur le site à acheter forcément pour reverser. Ils ont la possibilité de ne pas acheter, mais d'être sensibles finalement à la démarche de soutien justement de cette égalité des chances et d'être donateur en direct auprès de l'association. Ça, c'était la première étape. Et la seconde étape, comme tu l'évoquais à l'instant, c'est ce fonds de pérennité. Alors, ce fonds de pérennité, on a profité, j'ai un avocat qui est fantastique et qui m'a beaucoup accompagné sur ce projet et qui m'a dit, Nargis, en fait, ce qui est formidable avec ton projet, c'est que il est de circonstance. La loi, en fait, grâce à la loi Pacte, permet effectivement d'accompagner ton projet, parce que moi, je suis arrivée avec mon idée et lui m'a dit, c'est génial, en fait, on va pouvoir la traduire de façon concrète parce que la loi, elle va te faciliter la vie finalement. Et ce fonds de pérennité, donc c'est comme un actionnaire minoritaire à qui j'ai cédé des parts à titre gratuit. C'était intéressant de le faire dès le départ parce que là, aujourd'hui, l'entreprise, elle est toute jeune, elle a une petite valeur et donc il était intéressant de pouvoir céder des parts parce que c'était quasi indolore, inodore. Et en fait, cet actionnaire qui est comme une personne morale et comme un actionnaire justement bienveillant, il veillera au-delà de ma propre personne, donc dans quelques années, quand la marque peut-être sera cédée ou revendue ou qu'elle sera transmise, il veillera justement à ce que les valeurs qu'on a définies dès le départ soient respectées. Et puis surtout, comme c'est un actionnaire, on a à cœur de pouvoir lui reverser à un moment ou à un autre des dividendes. Et ces dividendes pourront justement être redistribués au fonds de dotation pour soutenir du coup des actions dédiées au bien commun. Et donc pour moi c'est vraiment un cercle super vertueux où la marque profite du coup à ce fonds de dotation et à nos actions et ce fonds de pérennité aussi. Donc tout est porté pour pouvoir soutenir cette raison d'être qu'on a définie dans nos statuts. Voilà. Et pour moi c'est comme ça qu'une marque devrait en tout cas s'engager ou devrait pouvoir exister aujourd'hui, ce sujet de responsabilité citoyenne, parce qu'en fait si on est juste des particuliers à essayer de donner de l'argent de façon très ponctuelle, c'est déjà ça, on va pouvoir le faire, mais c'est presque une goutte d'eau dans la mer. Si on commence en tant qu'entreprise à s'engager, et moi je suis une toute petite entreprise, donc moi aussi je suis une goutte d'eau dans la mer, mais quelque part, si en fait des entreprises plus grosses que moi et qui sont des acteurs des réseaux sociaux pour ne pas les citer, Facebook ou Amazon, si justement ils pouvaient se prévaloir d'être des entreprises à mission, et ils engageraient tout l'argent qu'ils gagnent au lieu de le reverser à des actionnaires et à s'enrichir, ils pourraient peut-être potentiellement soutenir des actions œuvrer pour le bien commun. Voilà, c'est et j'entends des gens qui vont rire quand ils vont m'entendre sur ce podcast dire et se dire mais elle est bien naïve cette femme. J'ai une forme de naïveté parce que j'ai envie d'y croire et c'est peut-être effectivement assez puriste dans ma démarche. Mais je crois que justement j'ai envie d'apporter cette dose d'optimisme
pour pouvoir et je suis assez solutionniste dans ma démarche et c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Et il faut, je pense, de toute façon, pour s'engager, on est obligé d'y croire parce que sinon, si on était tout le temps pessimiste, je crois qu'on ferait peu de choses finalement. Donc, c'est hyper intéressant et simplement peut-être pour avoir des choses très concrètes. Donc, tu le disais, on peut faire des dons à l'association, mais en achetant un produit élémentaire, une partie des bénéfices est reversée à la fondation. À quoi sert l'argent récolté concrètement? Est-ce qu'il y a des projets qui ont déjà été mis en place? Oui. Alors en fait, en toute transparence, j'ai la chance en fait d'avoir des personnes qui ont suivi la jeunesse du projet et qui ont tout de suite été de généreux donateurs auprès de la fondation et du fonds de dotation. J'ai moi-même en fait contribué au démarrage à ce fonds de dotation au même titre que je l'ai fait sur l'entreprise. Et c'est ce qui nous a permis de financer 2 projets. On a fait un appel à projet en fait compte tenu du premier confinement. Je me suis dit qu'il était vraiment nécessaire de pouvoir soutenir des actions pour soutenir justement l'égalité des chances et l'éducation des plus jeunes. On a fait un appel à projet qui a duré quelques mois et ce qui nous a permis fin 2020 de sélectionner 2 associations. Ma chance, moi aussi, et l'Écho des 100 mots, qui sont des associations qui visent à soutenir justement l'éducation des plus jeunes. Ma chance, moi aussi, typiquement, c'est pour accueillir des enfants dans des lieux périscolaires. L'Écho des 100 mots, c'est une association qui est en région parisienne, du côté de Saint-Denis, et qui, elle, vise aussi à accompagner l'éducation via le théâtre, la lecture, via la lecture de contes notamment avec une équipe un peu artistique qui a dû malheureusement un peu se réinventer ces derniers mois en épicerie solidaire aussi pour pouvoir soutenir les familles, mais dans les 2 cas en tout cas on a essayé de mener des actions de façon très concrète très rapidement parce que en fait on voulait pas se cantonner de la théorie. Moi j'avais envie d'être dans la pratique et dans l'action et en fait il y a quand même un caractère d'urgence a fortiori en ce moment à soutenir ce type d'action, surtout quand tu discutes avec chacune d'entre elles qui sont alors dans des formats très différents parce que Ma Chance Moi Aussi est quand même aujourd'hui une grosse structure qui existe avec plusieurs lieux en région et autour de Paris prochainement puisqu'ils ouvrent à Drancy et en fait l'un et l'autre t'expliquent que il y a eu une défection du nombre de dons parce que tout le monde est un peu en difficulté aujourd'hui. Et ils ont besoin de s'appuyer de plus en plus sur les entreprises. Donc en fait, pour moi, c'était une raison de plus de me dire ce sujet de responsabilité citoyenne des entreprises, elle est vitale parce qu'elle est le poumon de certaines associations et qu'elle permet du coup, au-delà des subventions publiques, de pouvoir accompagner ces projets-là et des enfants du coup qui sont fragilisés. Ouais. Okay. Donc voilà, concrètement, on accompagne 2 associations par an et on va renouveler ces partenariats une à 2 fois par an, soit avec des actions plus spécifiques et plus événementielles. C'est pour ça que j'ai lancé 1% Élémentaire Foundation pour pouvoir aussi se dire qu'en parallèle des actions qu'on mène qui sont plutôt des actions long terme, puisque en fait ces 2 associations dont je te parle aujourd'hui, on les accompagne tout au long de l'année. Et en parallèle, on lance en fait des opérations qui sont là aussi donc plus ponctuelles. On va le faire avec une marque que j'adore qui s'appelle Kerzon, qui se sont proposés en fait, puisque c'est eux qui sont venus vers moi en disant on a envie de soutenir une action comme la tienne et on a envie du coup de proposer une action. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et ils vont concrètement reverser 1% de leur chiffre d'affaires. À la fondation okay. Sur une opération ponctuelle, sur une gamme de produits. Et c'est fantastique d'avoir des partenaires comme eux parce que ça nous permet aussi d'exister autrement, de nous faire connaître auprès d'une autre cible que celle qu'on peut adresser habituellement. Ouais, d'attirer d'autres marques en fait à participer, un peu comme le 1% for the Planet. Exactement, c'est le même modèle en fait que 1% pour la planète. Et ça nous permet de mener des actions ponctuelles et du coup de là aussi récolter des dons pour pouvoir financer des projets qui sont peut-être plus des projets plus courts ou en tout cas plus accessibles. Là, typiquement, on réfléchit à une dotation en matériel pour des enfants, mais en fait, la solidarité, elle prend différentes couleurs et différentes manières de s'exprimer, et c'est là que c'est fantastique, c'est que on a différentes façons aussi à notre niveau
de pouvoir exprimer et faciliter cette solidarité. Voilà. Et je trouve ça passionnant, tu vois, en t'écoutant parler, je me rends compte d'une chose, c'est que finalement, la fondation, le fait qu'elle existe par elle-même, contrairement à plein de marques qui reversent une partie de leur chiffre d'affaires tout au long de l'année à des associations, ce qui est déjà super. Hein. Mais plus tu vends, plus tu reverses d'argent. Là, ce qui est intéressant aussi avec ton projet, c'est que la fondation existe par elle-même, c'est-à-dire que tu n'as pas non plus besoin de vendre beaucoup. Non, et je ne veux pas obliger parce que je ne veux pas que ce soit une incitation à l'achat. C'est ça. Pour moi, c'était hyper important et j'ai beaucoup entendu aujourd'hui et j'ai beaucoup vu justement ces dernières années des marques qui disaient acheter ce produit pour pouvoir pour qu'on reverse de l'argent et c'était un peu une condition sine qua non. Or, en fait, je pense que il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas forcément envie de consommer parce qu'ils n'ont pas besoin de ce énième tote bag solidaire. Il y en a qui en ont peut-être besoin et qui seront contents de l'avoir parce que c'est peut-être un produit de mode et voilà et ça leur parle. Moi, j'ai fait un agenda avec Papier Tigre et 100% des bénéfices étaient reversés à l'association et je me suis dit c'est un produit utile, t'as besoin d'un agenda et en plus du coup tu fais une bonne action. Mais il y a tout un tas de personnes qui disent moi j'ai pas besoin d'agenda donc je veux verser de l'argent, comment je fais directement? Et c'est possible et c'est important parce que en fait encore une fois et c'est pour ça que je fais la part des choses entre la marque et le projet solidaire et le fonds de dotation parce que pour moi ce sont deux acteurs qui convergent, mais je veux surtout pas qu'il y ait d'obligation pour le consommateur. Ouais, ça, je trouve ça très intéressant. J'en avais pas pris conscience en préparant cette interview. C'est en t'écoutant parler que j'ai réalisé ça. Et tu vois, j'avais prévu une question, mais finalement, je pense que tu as complètement répondu. C'est pourquoi ne pas avoir créé seulement une association? Parce que tu me disais au téléphone, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de vendre des vêtements, c'est vraiment le projet philanthropique derrière, m'engager auprès des enfants. Et donc, je me suis dit, alors pourquoi ne pas avoir fait simplement une association? Mais c'est vrai qu'en t'écoutant parler, on se rend compte que, en tout cas pour toi, tu as plus de force de frappe via une entreprise à mission que seulement via une association. Oui. Et puis, on va pas se mentir, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Moi, j'ai, même si dans mes valeurs, il y a ce sujet de la philanthropie, en tout cas du lien social, mon éducation a beaucoup été, construite comme ça. J'ai quand même un parcours aujourd'hui qui est plutôt un parcours business, marketing, communication. Voilà, je me voyais pas faire 100% de philanthropie. Et même si je gagne pas d'argent encore aujourd'hui avec la marque parce qu'elle est beaucoup trop jeune, pour autant, j'ai envie que le projet soit un projet économique et solidaire. Et pour moi, l'un peut aller avec l'autre. Et c'est pas sale de vouloir donner de l'ambition et de vouloir faire du chiffre d'affaires. D'autant plus si on peut en plus dire que on en reverse une partie. Voilà, pour moi, c'est vraiment vertueux à ces deux niveaux-là. Donc pour moi, c'était important que l'un puisse s'associer à l'autre, mais aussi à titre personnel. On m'a beaucoup posé la question quand j'ai pensé imaginer ce projet. On m'a dit, mais c'est de la philanthropie que tu veux faire? Je fais, moi, c'est plutôt du business au service de la philanthropie. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que j'ai envie de mener ce projet. Dans une interview, tu dis que les questions de diversité, de mixité et de handicap sont des sujets qui ne sont pas adressés par les marques de mode responsables pour enfants. Qu'est-ce que tu entends par là? Vaste sujet. C'est le vaste sujet. C'est le vaste sujet que je porte. Ça, c'est ma troisième casquette. Écoute, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, pas que de la mode enfantine. Alors, c'est la mode au global, selon moi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet sur la diversité. On va pas parler que au niveau des races et du genre. Même si on a progressé sur le genre, il y a encore beaucoup à faire sur la variété des profils qu'on peut voir dans la pub. Et même s'il y a des efforts qui ont été faits, il a quand même fallu des Black Lives Matter et des gros backlash sur des campagnes de communication pour pouvoir éveiller les consciences. Sur la mode enfantine, je trouve qu'il y a un sujet pour moi qui est une réalité, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas dans la cour de l'école, t'as une pluralité, une variété d'origine sociale et d'origine de
de race, il n'y a pas d'autre mot, hein, clairement, que tu retrouves pas aujourd'hui dans la communication des marques, en dehors des marques outre-Atlantique, peut-être, ou anglo-saxonnes. En France, je trouve qu'il y a un vrai sujet. Il y a encore des marques qui croient qu'il suffit de mettre un petit garçon noir dans une pub pour se dire qu'on est socialement responsable. Pour moi, c'est pas ça la réalité du sujet. Et de façon très basique, ma fille, quand elle a commencé à grandir, elle s'identifiait pas à la Belle au bois dormant. Et donc, ça m'a questionnée, parce que je me suis dit, mais elle est pas la seule. Et donc, typiquement, j'avais envie aussi d'apporter une réponse, en tout cas de questionner. Sur la représentation des enfants à titre moi personnel, mais aussi à titre de tout un tas d'autres familles autour de moi qui se retrouvaient pas forcément dans les marques qu'elles consomment. Il est clair que les grandes marques de fast fashion sont presque plus avancées, je trouve, que les plus petites sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, il y a une vraie représentation dans tout un tas de marques qui commencent par H ou qui commencent par Z et qui, du coup, ont intégré cette question de la représentation. Et c'est encore pas trop le cas sur des marques plus petites ou plus françaises. Ça, c'est le premier sujet. Et après, sur la question du handicap ou de façon globale, il y a une nouvelle énergie, je pense, notamment sur le sujet de la trisomie, qui a émergé grâce à des mamans et des papas qui communiquent beaucoup sur Instagram pour pouvoir justement communiquer sur les valeurs et sur le fait qu'on peut être une famille normale même quand on a un enfant trisomique, ce que je trouve formidable. Et Instagram, pour le coup, a joué, je trouve, un très grand rôle, tout comme elle a joué un énorme rôle sur la diversité des corps, sur justement l'homophobie, la transphobie et tout ce qui en fait aujourd'hui peut être un sujet du caractère de la diversité. Sur l'enfance, on est encore sur un schéma très épuré, très idéaliste, où les enfants sont beaux, où ils sont sérieux, où ils sont bien élevés. Et moi, j'avais envie d'avoir une communication où il peut y avoir des ratés, où les enfants ont envie de rigoler, où les enfants ont envie de sont pas toujours beaux ou présentés de la meilleure façon, pas toujours bien coiffés. Et je trouve que ça participe à ce qu'est un enfant aujourd'hui, c'est-à-dire un enfant qui vit, qui est comme dans la vraie vie, quoi. Finalement, on sait toujours. Je pense qu'il y a une espèce de parti pris, ou en tout cas. On a envie de montrer que ce qui est très beau sur les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier, ma vie parfaite. La réalité, c'est qu'on est tous parents, tous les parents que j'ai autour de moi et les parents que je côtoie, on sait tous très bien que en fait, la vraie vie, c'est pas Instagram et que typiquement, il faut aussi pouvoir montrer ce qui n'est pas toujours, en tout cas, une réalité. Donc j'avais envie de pouvoir exposer une autre façon de voir les choses là aussi sur la marque, qu'elle soit représentative d'une diversité à la fois culturelle, de genre, avec des fratries qui sont différentes, avec des familles aussi qui sont différentes, et sur lesquelles il n'est pas forcément placardé l'origine sociale, le métier des parents ou les moyens dont ils peuvent bénéficier. Et je trouve que c'est aussi un moyen finalement de discuter sur l'ouverture et les possibilités qui peuvent s'offrir à ces enfants. Et c'est là où on a besoin de rôle modèle et donc d'image et donc de représentation, parce que quand on est une petite fille, un petit garçon, et qu'on a du mal à s'identifier, du coup on va pas se diriger vers ces métiers. Par exemple, quand on est une petite fille, qu'on voit pas vraiment d'astronaute femme, on va pas se diriger vers ce genre de métier, quoi. Et on parle beaucoup de l'astronaute qui est parti dans l'espace, mais on parle beaucoup moins de la femme qui est à ses côtés. Et je veux pas être la représentante de toutes les personnes arabes ou du Maghreb, parce que c'est pas mon cas, mais il est clair que j'ai eu assez peu de rôle modèles auxquels m'identifier quand j'étais jeune, parce que il y avait pas de personnes qui avaient franchi ces obstacles ou ces caps et auxquels j'avais la possibilité de m'identifier. En tout cas, dans ma jeunesse, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ma fille, elle s'identifie aussi bien, elle adore aussi bien Rihanna
que Angèle, que Michelle Obama, mais il a fallu des sujets de discussion et des livres pour pouvoir justement lui démontrer qu'effectivement il y avait d'autres représentations que celles qu'elle avait sans doute peut-être identifiées dans les dessins animés ou dans la mode. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des enfants à identifier ces sujets-là et c'est assez névralgique, je trouve. Et c'est bien, nous, pour le coup, on essaye vraiment de beaucoup en discuter avec elle pour que ce soit pas un sujet. C'est bien. Ouais. Et je partage que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, la question, c'est il ne faut pas que ce soit un sujet. En fait, il faut que ce soit intégré. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Alors là, on a beaucoup parlé de l'aspect social qui est intégré à ta marque. Mais il y a aussi un aspect environnemental qu'on va pas oublier, qui est aussi important pour toi chez Élémentaire. Et juste avant de brancher les micros, on parlait notamment des problématiques de label, du label GOTS qui est payant, donc c'est compliqué. Peut-être que tu peux revenir un petit peu sur toutes ces questions-là que vous vous posez au sein d'Élémentaire sur la question environnementale de la marque. Alors, on a essayé. Là, la chance qu'on a là aussi, c'est que finalement, comme on construit les choses au fur et à mesure, on a la chance d'avoir, entre guillemets, les moyens. Alors, c'est pas les moyens financiers, mais les outils à notre disposition pour pouvoir bien faire les choses. Typiquement, dans notre réflexion, on s'est dit comment on peut supprimer le plastique. Donc, typiquement, on a choisi effectivement d'avoir des emballages qui sont soi-disant home compostables. Ça a été une discussion avec notre fabricant pour ne pas recevoir toutes nos culottes sous sachet plastique individuel, parce que c'était sa proposition de départ quand même. Et pour pouvoir plutôt se dire, si ça doit être livré de façon individuelle, ne serait-ce que pour des questions d'hygiène, dans ce cas-là, autant que ce soit dans un sachet qui est compostable. Et je suis d'accord avec Marie de Mode Trotteur. Peut-être que le consommateur, il ne va pas utiliser ce sachet compostable, mais en tout cas, il a le mérite d'exister et pour nous, c'est en tout cas un indispensable face à une solution plastique. On a banni globalement le plastique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te fais livrer un article élémentaire, tu le reçois soit dans un pochon réutilisable, soit dans une boîte en carton, et qui est destiné à être jeté, recyclé, retraité, en tout cas qui ne pollue pas la planète. Ça a été plus compliqué sur la partie produit parce que effectivement, moi, je suis partie du principe qu'il fallait qu'on fasse un 100% coton biologique, ne serait-ce que pour respecter la peau et les muqueuses et la façon dont le produit était confectionné, en tout cas dont la matière elle-même et sa provenance. On va pas se mentir, c'est assez difficile aujourd'hui de savoir d'où viennent les cotons bio et est-ce qu'ils sont faits effectivement de façon propre. Je sais pas si vraiment ça existe aujourd'hui, mais en tout cas pour moi c'est une meilleure définition. En tout cas, c'est plus propre qu'un coton traditionnel. Il y a peut-être sans doute 2 alternatives, mais nous c'est ce qu'on a choisi de faire puisqu'on avait envie aussi de pas faire de mélange, de manière à ce que le produit puisse être recyclable dans un temps 2 et qu'on puisse retraiter la matière. Et la question environnementale, elle est venue. C'était pas une question dans le sens où pour moi c'était un fondamental. Mais il est clair que c'est un parcours de combattant si tu veux effectivement respecter les questions environnementales, parce que là aussi, quand on se dit mode responsable, est-ce qu'on doit livrer partout dans le monde ? C'est une vraie question. J'entendais ce que disait aussi Kitsi Martin que tu as interviewé. C'était hyper intéressant, sa démarche de se dire, je pense pas que les Américaines ou les Australiennes aient besoin d'un bijou Kitsi Martin. Moi, je préfère livrer en France. Moi, je suis pas aussi puriste qu'elle. Je livre en Europe, mais effectivement, je me limite au max. Je vais me limiter, je pense, au max à l'Europe parce que je considère aussi que les clientes outre-Atlantique, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir un produit alimentaire. Elles trouveront des collections qui sont aussi, si ce n'est plus inspirantes que nous. On essaye de faire un effort sur la façon dont on fabrique, puisqu'on fabrique au Portugal, à Porto, et on se fait livrer en camion. On évite les trajets en avion dans la mesure du possible, mais aller à Porto autrement qu'en avion, c'est compliqué, ou en tout cas c'est plus long. Donc on a fait le choix, on fait le choix quand on y va d'aller en avion, mais comme de toute façon on est limité par le Covid, on n'y va pas, donc finalement on fait peut-être des économies comme ça. Il y a énormément de sujets sur la question de l'environnement. Mais on essaie en tout cas de minimiser typiquement notre empreinte carbone en partant du principe qu'on se fait livrer en un point et que la livraison, elle part de ce point-là et elle est envoyée en France selon des modèles de livraison qu'on estime être à peu près raisonnables, à savoir la Poste quand on peut, mais la Poste est discutable aujourd'hui. On essaye de faire Mondial Relais, mais on se rend compte que c'est pas super.
quand on est à Paris, typiquement, on supprime en fait la livraison par la poste, qu'on voit pas l'intérêt d'envoyer un colis par la poste par Paris. On préfère encore le livrer nous-mêmes avec nos mains, ou par vélo dans la mesure du possible, si le client l'accepte, parce que ça a un coût. Donc il y a plein de définitions finalement à cette question de l'environnement, plein de sujets. C'est assez vaste, c'est un peu une boîte de Pandore. C'est ce que je te disais. On l'ouvre et on ne sait pas forcément si ça va s'arrêter. Mais en tout cas, on essaye de faire au mieux dans notre démarche et d'essayer en tout cas toujours de se questionner. Ce qui, du coup, offre une charge mentale formidable sur le sujet de l'environnement et de la société, parce qu'en fait, ça n'en finit jamais. Mais on essaye en tout cas de faire ce qu'on peut. Voilà. Ouais. Bah, c'est déjà. Je crois comme tout le monde. C'est ça. J'ai l'impression. Et c'est déjà bien de faire, parce qu'il y a aussi la question du label. Peut-être qu'on peut en parler ici sur. C'est compliqué cette question du label, je trouve, parce que on touche à quelque chose qui en fait finalement est un business. Cette question du GOTS, la certification, si tu veux l'obtenir, il faut payer. Donc pour moi, je trouve ça assez discutable d'avoir à payer pour pouvoir avoir une certification GOTS, même si j'approuve la démarche derrière qui est de se dire comme ça, c'est un moyen aussi de rassurer le consommateur sur la provenance de nos matières, mais aussi la façon dont elles sont fabriquées, donc le respect de l'humain. Mais je trouve ça compliqué et en même temps nécessaire pour des marques comme la nôtre de pouvoir s'appuyer sur d'autres labels que notre propre jugement de valeur. Parce que nous, on peut te dire qu'on est parfait, mais il y a d'autres certifications qui vont pouvoir renforcer finalement notre démarche. Donc, je le vois plutôt comme un moyen finalement de pouvoir là aussi avoir un organisme tiers ou en tout cas un tiers de confiance qui puisse valoriser notre démarche. Je pense à des Clear Fashion, je pense à des Vigie qui font ce travail-là. Et qui justement vont pouvoir nous encourager ou nous aider dans ce partage des valeurs. Mais et je crois que le consommateur aujourd'hui, il a besoin de ça. La cliente, elle a besoin de s'appuyer sur ce tiers de confiance pour se dire cette marque, si je lui dis ma marque est responsable, elle va me croire, mais elle me mettra peut-être toujours en doute sur un ou deux sujets. Si y a un organisme tiers qui lui dit que ça a de la valeur, là effectivement peut-être qu'elle me fera encore plus confiance. On le voit très bien avec les Nutri-Score, les Yuka, j'en passe et des meilleurs, qui sont discutables là aussi, parce que du coup est-ce que avoir 100 sur 100 sur Yuka sur un produit, sur une lessive, c'est bien, mais si en fait finalement tu fais une recharge en écoplastique qui pollue la planète, ben t'as quand même 100 sur 100, mais finalement ton emballage il est pas noté. Donc est-ce qu'on est responsable quand on a quand même 100 sur 100, le contenant, le contenu. Donc voilà, c'est toute la question finalement de ce socle de c'est quoi être responsable aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a plein de définitions possibles. Il y a plein de définitions, et c'est ça qui est complexe. Et en parlant d'environnement, il y a aussi une question que je voulais te poser, puisque c'est vrai que la mode pour enfants, il y a cette question de durabilité, parce que le vêtement pour enfants, le temps de vie d'un produit. Exactement. Comment tu la traites cette question-là? Alors, écoute, moi, à titre perso, typiquement, j'achète des vêtements trop grands pour ma fille. Comme ça, elle peut les porter 2 ou 3 ans. C'est bête à dire et du coup, c'est sûr que ça l'embête parce que quand les vêtements sont trop grands, elle est pas toujours très à l'aise ou elle se sent un petit peu comme dans un sac. Mais je trouve que c'est fondamental de dire que quand tu achètes un produit, si tu vas acheter un produit de qualité, j'ai plutôt envie qu'il puisse durer. Donc ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Sur la question de la durabilité sur nos produits à nous, on fait des doubles tailles, on fait du 3-4, du 5-6, du 7-8 et on s'est efforcé de trouver un compromis pour que les enfants puissent porter leurs vêtements le plus longtemps possible. En tout cas, au moins sur 1 an à 1 an et demi. Donc c'est un vrai challenge pour nous parce que ça veut dire que le produit doit être de bonne qualité pour pouvoir durer après de multiples lavages et sur un sous-vêtement, on peut partir du principe qu'il est lavé souvent. Donc ça demande beaucoup de réflexion sur les matières qu'on choisit, sur le grammage et sur la teinture typiquement, qui elle est certifiée. Et sur la question de la durabilité, on fait en sorte de se dire que demain, si le produit effectivement n'est plus portable parce que
il est troué ou parce que il est un peu défraîchi, on réfléchit justement à une mécanique qui puisse nous permettre de proposer à nos clients de nous renvoyer le produit pour pouvoir le réintégrer dans la chaîne de production en le détricotant et en le retricotant peut-être, donc en réutilisant la matière. Mais il est clair que cette question de la durabilité sur la mode enfantine, c'est un sujet, mais en même temps, oui, effectivement, un enfant s'agrandit. Donc là aussi, nous, on n'encourage pas la surconsommation. C'est pour ça que notre vestiaire, il est assez court, qu'on a testé des choses, notamment sur du sweat pants ou du sweat, et qu'on va tester sans doute d'autres choses pour faire en sorte que ce produit, peut-être qu'on puisse les réinventer différemment avec d'autres matières. Mais il y a encore effectivement là aussi un long chemin à parcourir pour apporter des réponses. En tout cas, nous, on estime que la moindre des choses, c'est de ne pas encourager l'achat tous les 6 mois, en partant du principe qu'un produit, quand vous l'achetez chez Élémentaire, il doit minimum vous durer au moins une année scolaire. Voilà. Ouais, c'est vrai que parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent du coup moi je me tourne vers la fast fashion ou vers la seconde main parce que c'est moins cher, parce que c'est moins cher, parce que de toute façon il va le porter 6 mois parce qu'il va se trouer et moi je souscris alors autant je souscris de moins en moins à la fast fashion sauf quand t'as vraiment pas le choix, autant je souscris au second marché et aux plateformes de revente en ligne parce que je trouve que c'est un super moyen de s'acheter des vêtements qui parfois ont été très peu portés et qui permettent du coup de ne pas acheter de produits neufs. Et donc je soutiens plutôt cette démarche-là. J'ai à cœur, en tout cas j'espère, c'est plus compliqué sur le sous-vêtement parce que acheter un sous-vêtement seconde main, je pense que c'est quasi impossible. Les parents sont pas prêts. Je pense à réinvestir dans des sous-vêtements et des culottes, des boxers ou des débardeurs qui ont déjà été portés. En revanche, je souscris carrément sur des sweats, des sweat pants, des jeans. On réfléchit aussi à une façon dont on pourrait peut-être justement via des patchs ou via des écussons essayer de raccommoder des vêtements parce qu'on croit beaucoup aussi au fait que quand tu fais un trou, un vêtement il n'est pas complètement importable. Sauf quand tu l'achètes dans la fast fashion où là pour le coup, je pense que c'est difficile à raccommoder, mais en tout cas, on a, je trouve, plusieurs pistes qui s'offrent à nous pour pouvoir imaginer effectivement un modèle qui soit pérenne et durable. Et il y a aussi cette question, et tu le disais très bien, de santé pour nos enfants, parce que j'en parlais avec l'autrice du livre, le livre noir de la mode, et elle considère que c'est un scandale sanitaire de faire porter des vêtements avec des teintures toxiques qu'on retrouve dans la fast fashion, mais pour les enfants aussi, c'est-à-dire que les parents se forcent à acheter des couches bio, machin, truc, à donner des petits pots hyper bons, et en attendant, les enfants portent des vêtements avec des teintures qui sont hyper nocives. Bien sûr, mais je pense que tout ça, je pense qu'il y a une forme de, on s'est pas posé la question jusqu'à ce qu'on nous la pose, en fait. Ça. On réalise pas. Et, parfois on fait un peu trop confiance aux marques, c'est-à-dire qu'effectivement, un produit qui est en coton bio mais qui est mélangé à un polyester, ça n'a aucun intérêt parce que en soi, effectivement, le produit, il y a une partie qui est sans doute néfaste ou toxique. La question du sous-vêtement, elle est intéressante parce que, en fait, c'est un produit qui n'est pas un produit d'apparat. C'est un produit qui est invisible. Donc, on se pose pas la question partant du principe que c'est invisible. On se dit, on n'a pas besoin d'investir dedans. Donc, on essaye de mettre le prix minimum et on part du principe qu'on n'a pas à se poser la question de la matière ou en tout cas de la provenance ou de la façon dont il est fabriqué. Un sous-vêtement, ça reste un vêtement, ça reste quelque chose qui est au contact de la peau. C'est comme de l'alimentaire, c'est comme le pire. C'est comme les crèmes cosmétiques qu'on met sur lesquelles on doit se poser des questions sur les étiquettes. On devrait se poser la même question sur les vêtements et les sous-vêtements, plus que jamais encore aujourd'hui, en fait. Donc il faut comprendre, faut essayer de comprendre, se questionner. Nous, on sait qu'on n'est pas parfait, mais on essaye en tout cas d'aller vers mieux. Mais il faut évidemment se questionner sur ce qu'on porte. Si nous, on le fait pour nous et on fait cet effort-là pour nous, quand on s'achète des baskets, on fait cet effort-là parce qu'on se dit que c'est un caoutchouc naturel et que en plus c'est une jolie basket et gna gna gna. Ben, faut se poser la même question sur les vêtements qu'on porte et les vêtements de nos enfants, a fortiori, encore plus. Ouais, non, mais ça, on a une responsabilité en tant que parents, on a une responsabilité sur leur bien-être. L'idée, c'est pas de culpabiliser les parents qui font pas bien. L'idée, c'est juste de les aider en se disant,
posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements de vos enfants, au même titre que vous vous posez la question de ce qu'il y a dans les purées et dans les petits pots. C'est la même chose. Ouais. Et si on fait cet effort-là sur les desserts parce qu'ils sont trop sucrés, ou qu'on essaye justement de progresser en se disant que c'est bien si on peut essayer de faire nous-mêmes nos gâteaux ou notre pain ou des produits du quotidien, eh ben il faut qu'on se pose la question de la même façon. Et on peut pas être parfait à 100% parce que c'est hyper difficile et qu'on a une vraie vie et qu'on n'a pas tous le temps de faire à manger ou de faire des gâteaux ou de faire soi-même ses petits pots, mais en l'occurrence si on a le choix sur les vêtements qu'on consomme, mieux vaut consommer moins, essayer peut-être de consommer un peu plus cher, faire en sorte que ça dure et surtout lire les étiquettes. C'est hyper important. Et pour clôturer le chapitre un peu de santé des vêtements, parce qu'on fait peu le lien finalement entre le vêtement et notre santé, dans son livre, elle a mené aussi une enquête, elle a regardé des rapports qui sont publics sur le scandale de cancer d'enfants autistes en Inde, sur ces enfants qui travaillent dans les champs de coton, dans les ateliers de teinture, sur des femmes qui développent des maladies en Europe parce qu'elles manipulent les cartons de vêtements de fast fashion, des femmes qui ont fait des fausses couches à répétition parce qu'elles manipulent ces vêtements, elles déballent les cartons. Et c'est là où on prend conscience. Enfin, moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment pris une claque en me disant la santé et le vêtement, il y a un rapport qui est hyper important et qu'on fait peu. Et en plus, pour nos enfants, c'est encore plus indispensable de faire ce lien. Et on peut pas dire qu'on ne le savait pas ou qu'on ne l'a pas vu. C'est-à-dire qu'à une époque, on pouvait se dire qu'on n'était pas au courant. Là, c'est impossible de dire voilà, je ne savais pas parce que on a tous le moyen de le savoir et de s'y intéresser. On a tous le moyen de questionner et c'est d'ailleurs là hyper intéressant parce que quand tu commences à faire des audits auprès de ton fabricant ou de tes fabricants pour savoir comment sont faits les vêtements, il y en a qui te répondent de façon très transparente, voire qui anticipent, il y en a qui bottent en touche. Donc déjà là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et c'est pour ça que je suis pas fondamentalement, ça c'est mon truc qui m'indigne, c'est la question de ce fameux polyester. Est-ce que c'est bien de faire du polyester ou est-ce que c'est pas bien ? Je peux pas me dire que c'est bien de faire des vêtements en polyester à partir du moment où il y a des composants qui sont issus du pétrole et que si c'est de la pétrochimie et qu'à un moment il y a des gens qui les manipulent, ça veut dire qu'il y a quand même un sujet de santé, quoi. Donc en fait, oui, il y a peut-être des polyesters de bonne ou de mauvaise qualité et je ne juge pas les personnes qui font ce choix-là parce que j'imagine bien que peut-être elles estiment qu'elles n'ont pas le choix, mais je considère que si on veut prendre en compte aussi la santé des personnes qui fabriquent nos vêtements, il faut trouver des solutions et c'est aussi aux fabricants, c'est pas toujours qu'aux marques parce que les marques elles sont aussi dépendantes des fabricants, il faut aussi challenger les fabricants pour que justement ils travaillent avec nous de concert ensemble pour pouvoir trouver des solutions sur ces matières-là. Je trouve que c'est vraiment c'est une responsabilité qui est globale en fait. C'est pas que la responsabilité du conso, ni que la responsabilité des marques, ni que la responsabilité des fabricants, c'est la responsabilité de tout le monde. On en revient à mon histoire de responsabilité citoyenne, mais en fait, il y a vraiment ce sujet du collectif. Je pense que c'est hyper important. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais continuer avec les questions. Il en reste plus beaucoup parce que ça fait pas mal de temps qu'on parle déjà. Si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi ? Peut-être. Disons que je fais de mon mieux. Voilà, je trouve que c'est pas facile, mais mon sentiment, c'est que oui, je te dirais que oui. Si tu devais poser la question aux personnes qui m'entourent, ils te diraient que je suis engagée à différents niveaux. J'essaye de faire beaucoup d'efforts, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Tu vois, typiquement, j'habite à Paris et je trouve que en fait, c'est pas normal que dans l'immeuble dans lequel je suis, qui est en plein cœur de Paris, tu manques encore de poubelles pour pouvoir recycler tes produits, alors que il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus avancées que nous, qui recyclent les coquilles de moules, les coquilles d'huîtres, et que nous, on est très en retard. Mais oui, je pourrais dire que je suis engagée, oui. Oui, je pense quand même. En tout cas, quand on t'écoute parler, en tout cas, j'ai grandi. Je pense que mine de rien, j'ai grandi effectivement avec des valeurs d'engagement. Et plus que jamais, j'ai l'impression que la génération qui me suit et celle de ma fille, elle l'est encore plus que jamais.
c'est elle, le gardien du temple, parfois, voilà, qui te dit c'est pas possible ce plastique, ou maman, pourquoi est-ce qu'on sait comment ils ont été faits, d'où elles viennent ces asperges. Enfin voilà, elle se questionne beaucoup. Donc, je crois que en fait, il y a un travail qui est en train d'être fait qui est assez prometteur. Et puis de toute façon, notre capacité de questionner, c'est notre arme la plus forte en tant que citoyen, citoyenne. C'est une arme très forte. Et pour tout te dire, moi, je me questionnais encore très peu il y a quelques années. J'ai eu la chance de côtoyer des personnes qui m'ont encouragée à me questionner, et c'est génial parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc, je trouve que c'est véritablement un besoin aujourd'hui, et il faut pas avoir peur. Je sais c'est toujours difficile de poser des questions parce qu'on n'ose pas. Il faut apprendre à oser questionner, oser poser des questions dans tous les secteurs. La banque, typiquement, la finance le fait très bien. Eva Sadoun, dont tu connais peut-être le nom, que j'espère avoir dans le podcast très prochainement. Donc, Et c'est une femme formidable et qui invite à se questionner sur la façon dont on peut engager sa finance et être responsable, et poser des questions à sa banque. Je trouve ça fantastique parce que en fait, j'y avais jamais pensé avant qu'elle ne le suggère. Donc, faut posez-vous des questions tout le temps, tous les jours. Eh bien, écoute, on arrive à la dernière question rituelle de ce podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Alors, j'en ai plein. Et alors, sans rentrer dans la réponse candide, ma fille est un modèle pour moi, même si je l'aide à se construire. Je trouve que tous les jours, quand je l'observe, j'apprends plein de choses à ses côtés. Et pour prendre un peu plus de hauteur, notamment dans le travail. Moi, il y a des femmes qui m'inspirent beaucoup en termes de modèles d'entrepreneurs. Je pense notamment à Caroline Ramad, qui a fondé 15 Tech, qui est une plateforme pour faciliter l'accès aux femmes à la technologie et aux métiers de la tech. Dans un tout autre genre, je pense à Anne-Sophie Nardi, qui a lancé une marque de cosmétiques naturels qui s'appelle On the Wild Side, qui est une femme pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et qui a une force vive et un enthousiasme que je respecte beaucoup, surtout sur la façon dont elle a construit sa marque, avec beaucoup d'honnêteté et avec du temps aussi, sans se compromettre. Et puis j'ai d'autres personnes autour de moi, qui sont des modèles. J'ai des amis notamment qui sont des modèles forts pour moi, et voilà, et qui justement me permettent de développer ce projet en me disant que parfois je prends la bonne direction. Donc voilà, j'ai différentes personnes, différentes personnes, avec une personne loin qui est ma maman, mais qui est ça, pour le coup très personnelle, mais qui aussi a beaucoup inspiré et qui forcément et a contribué d'une manière ou d'une autre à ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr. Ok, très bien. Ce sont de très beaux modèles. Donc merci beaucoup de m'avoir consacré autant de temps. Merci infiniment. À très vite. Merci à Nargis d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées, et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.